Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche après-midi, nous accueillons Gérard Streck, écrivain et journaliste, qui va nous faire une carte blanche sur la biographie de Missak Manouchian qui vient de rédiger et publier. Je lui passe tout de suite la parole. Merci de l'invitation. Écoutez, il m'est arrivé une chose étonnante. Quand je suis rentré à la mi-juillet, j'avais un éditeur qui m'a demandé si je voulais bien écrire une biographie du couple Manouchian, enfin de Missak, mais j'ai proposé le couple, c'est-à-dire Mickey et Missak, et de l'écrire en 2 mois. Donc j'ai effectivement, toutes les conditions étaient réunies pour dire non, mais j'ai accepté quand même. Donc là, je teste, si vous voulez, j'ai rendu mon manuscrit la semaine dernière. J'attends les réactions de l'éditeur. Le livre, c'est chez l'Archipel et ça devrait sortir en décembre ou en janvier. Et je sens que j'aurai quelques rencontres publiques autour du livre, donc je teste un peu avec vous ce type de rencontre. Quand l'histoire des Manouchian, donc je rappelle simplement qu'ils vont rentrer au Panthéon le 21 février de l'année prochaine, qui est la date anniversaire de leur exécution. Donc quand on parle des Manouchian, on croit que c'est une histoire relativement simple. En fait, il s'est écrit beaucoup de choses et beaucoup de bêtises. Donc la première chose à bien cibler, c'est de trouver des bons livres qui parlent des Manouchian. Alors moi je vous en conseille au moins 3. Un livre de 3 historiens qui sont Courtois, Péchanski et Raïsky. Ça s'appelle Le sang de l'étranger. C'est un livre absolument extraordinaire parce qu'ils ont pu accéder aux archives de la police et on verra que c'est la police qui joue un rôle essentiel malheureusement dans cette affaire. Un autre livre s'appelle Le Testament. Il a été écrit par un certain Boris Holban. Boris Holban sera le grand chef des FTP Moy de l'été 42 jusqu'à l'été 43. Il est remplacé par Manouchian et Manouchian étant arrêté en novembre, c'est lui qui reviendra pour mesurer un peu l'état de l'effondrement du groupe. Et puis le 3e livre que je vous conseille, c'est Missak de Didier Deninx. Alors c'est un polar évidemment, mais c'est un polar à la manière d'Deninx, c'est-à-dire il y a véritablement une enquête, puis de bonnes sources qu'il y a derrière. Voilà, donc bonne bibliographie pour commencer, c'est tout à fait important. Alors, le couple Manouchian, lui, est né en 1906. Il est né dans l'Empire ottoman. On va dire que c'est dans l'actuelle Turquie, un peu au nord de la frontière avec la Syrie, 1906. Il y a une communauté arménienne importante dans cette ville d'Armagnan et ils sont victimes évidemment du génocide en 1915. Alors quand vous regardez un peu l'histoire des Turcs, des Arméniens, vous apercevez qu'il n'y a pas eu un génocide, mais toute une succession de génocides déjà à la fin du 19e siècle. Donc ça veut dire que dans la famille Manouchian, on parlait de ça, de l'horreur, de la répression, etc. Donc 1915, Missak, il a 9 ans et il voit un crime contre les siens. On le sait, entre 1 million et 1,5 million de morts. Son père qui anime une certaine résistance armée aux Turcs va être exécuté. Sa mère partira en déportation et comme souvent, c'est pendant la déportation que de fatigue, etc., ces gens vont mourir. Lui a 9 ans, donc vous voyez, quand vous avez 9 ans et que vous êtes témoin d'une telle histoire, ça commence à être formateur, si j'ose dire. Il va être pris en charge par une famille kurde
Peut-être qu'il aurait pu avoir une autre vie chez les Kurdes, mais tout de suite, les dirigeants de la communauté arménienne ont fait effort pour récupérer tous les enfants qui restaient, qui survivaient, et les mettre dans des orphelinats, ce qui a entre autres permis à l'Arménie et au peuple arménien de continuer. Donc notre ami Sac se retrouve dans un orphelinat chrétien. Évidemment, il est de formation et de culture chrétienne. Il va apprendre le français, il va être un jeune homme très intéressé par la poésie, c'est un jeune homme à la fois enfermé, en même temps un bel homme. On le verra, cette présence physique de Manouchian toute sa vie sera quelque chose d'assez important. On arrive vers la fin de l'adolescence, il a une formation de menuisier, donc il va réussir à obtenir une demande de visa, enfin quelque chose qui ressemble un peu à ça, parce que c'est un apatride et il restera toute sa vie jusqu'au bout un apatride. Mais il arrivera quand même à entrer sur un bateau qui arrive à Marseille vers 1913, 1915, non, un peu plus tard, puisqu'il a, on va dire 1925. Marseille, en fait, ce qui l'intéresse, c'est Paris, parce que Isaac fait partie de ces Arméniens et de ces gens, de ces Orientaux qui sont fascinés par la culture française, l'histoire de la France, la Révolution française. Bon, donc, il monte à Paris, il a 20 ans, et il va bosser aux usines Citroën pendant un certain temps. Pendant ce temps-là, Mélinée, elle est la fille d'un directeur de la poste de Constantinople, c'est-à-dire un job relativement important. Mais les parents vont connaître le même destin que les parents de Missa, qui vont être exécutés. Même chose, elle va se retrouver à Smyrne, puis la guerre continue jusque dans les années 20 dans ces régions-là, les règlements ethniques se poursuivent, elle passera en Grèce, puis à Marseille. Elle est prise en charge par une association religieuse de sauvegarde des Arméniens et Paris. Donc voilà, Missak, Mélinée à Paris. On est dans les années 30, elle va devenir sténo, elle va bosser. Elle va avoir une rencontre qui va être très importante, c'est-à-dire que la famille qui l'accueille est liée aux Aznavourians. Donc il va y avoir une relation très étroite entre la famille Manouchian et la famille Aznavour. Aznavour à l'époque est un jeune homme de 12-13 ans qui commence déjà à pousser la chanson. Donc ça c'est un élément qu'on va retrouver pendant toute leur existence. Missak, on est à un moment de crise, les années 30. Lui, l'ouvrier arménien, sera un des premiers à être viré de Citroën. Donc ça, et en même temps, il était venu avec son frère meurt de maladie, donc un moment de crise, un moment d'incertitude. Mais ce Missak est un homme, un jeune homme fasciné par la culture, par la littérature française, par Victor Hugo, par Romain Rolland. Il passera son temps à fréquenter les bibliothèques, il ira à l'université populaire qui était une espèce de centre alternatif, si j'ose dire, dans les années 30 où on donnait des cours comme ça d'éducation populaire, et ça se trouvait d'ailleurs sur le lieu de rue Mathurin-Moreau où il y a aujourd'hui le siège du PCF. Donc en même temps, comme c'est un bel homme, il va servir de modèle, il va poser pour des artistes, il va poser pour des sculpteurs, et on a des photos de lui en train de poser. Enfin, c'est une image assez originale de Missak Manouchian. On arrive au milieu des années 30, par ses lectures, par ses fréquentations, il est hyper politisé.
et il adhère au communisme dès 1934, ce qui est le cas également de Méliné. Et il y a chez les communistes cette structure qu'on appelle la MOI, c'est-à-dire une organisation sur la base de langue pour accueillir, intégrer, mobiliser les étrangers. Et lui va être très vite responsable du secteur arménien de la MOI, qui était, si j'ai bien compris, une des 14 branches. 1903, il va s'occuper, il va rentrer dans une association franco-arménienne qui est un peu une manière de cacher la structure MOI. C'est là qu'il rencontre Méliné, ils sont parisiens tous les deux, militants tous les deux, communistes tous les deux, et puis très engagés sur la cause arménienne. Le Front populaire, évidemment, ça les mobilise beaucoup, ça les déçoit pas mal aussi, c'est-à-dire ils trouvent que le Front populaire et la gauche n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire pour les étrangers, alors qu'ils sont très actifs dans les grèves, dans le mouvement social. On arrive la vie de Missak et de Méliné à ce moment-là, c'est une vie d'animateur de revue, la revue donc franco-arménienne. Il voyage beaucoup à l'intérieur du pays pour justement fréquenter ces communautés arméniennes, il y en a pas mal dans le sud. Et puis arrivent donc les moments les plus dramatiques, 1939. Donc 1939, il est tout de suite mis en tôle. Il est mis en tôle en septembre 1939, avant même l'interdiction du PC, parce que il est arménien, parce qu'il est communiste, parce qu'il est dans le collimateur des flics, parce qu'il est censé être un soutien du pacte germano-soviétique. Donc il va se retrouver en tôle. Et tout de suite, ce qu'il va faire, comme beaucoup d'étrangers arrêtés à ce moment-là, c'est qu'il s'engage dans l'armée française. L'armée française le prend, mais ne le met pas dans des positions de combat, c'est-à-dire on va le mettre en Bretagne, s'occuper de la gestion sportive d'un régiment. Voilà, c'est ce que fera souvent l'armée avec des gens qu'elle suspecte un peu de ne pas être tout à fait dans la ligne. Il reviendra à Paris lorsqu'il y a la défaite, donc on est en août 40. L'armée le met à la disposition d'une usine sans lui demander sa permission. C'était aussi un procédé assez curieux, et c'est une usine qui deviendra après la guerre un SNECMA, c'est-à-dire c'est une usine d'aviation. Il réussit à s'enfuir, à quitter la SNECMA, il revient sur Paris, on est en 1941, et là, nouveau changement dans la guerre, c'est-à-dire les Allemands envahissent l'Union soviétique. Du coup, comme il est réputé pour être proche des Russes, etc., il est de nouveau mis en tôle. Donc le voilà en tôle près de Compiègne, à Royal-Lieu, un lieu qui deviendra un lieu tragique parce que c'est le lieu où passaient tous les prisonniers qui ensuite partiront en convoi dans les camps. Elle viendra l'aider, viendra le soutenir. Il y a un épisode assez rocambolesque de Méliné autour du camp de Royal-Lieu, et pour moi aussi l'occasion d'une première découverte, c'est-à-dire que dans l'armée allemande, tous n'étaient pas, comment dirais-je, sur la même longueur d'onde. Il y avait par exemple des soldats autrichiens qui étaient un peu des malgré nous, un peu comme nos Alsaciens, et qui avaient un comportement pas tout à fait aussi féroce que les Allemands, si j'ose dire. Donc ça va, c'est important parce que ensuite Missak va revenir à la vie civile. Les Allemands n'ont pas suffisamment de dossiers pour l'envoyer en camp, et il va avec Méline rentrer dans une activité qui est très originale, qui s'appelle le TA, travail allemand, c'est-à-dire une forme de résistance
en essayant de pénétrer dans l'armée allemande, de rentrer en contact avec les soldats allemands, d'essayer de récupérer des armes, parce que c'était une chose tout à fait difficile et importante. Donc ça va être la première phase de la résistance de Manouchian. Au même moment, en 1942, création des FTP, FTP donc, qui suppose, alors qui aura une déclinaison FTP-MOI, c'est-à-dire le mouvement armé avec l'immigration étrangère. On voit bien la manière, la clandestinité qui est demandée à ces gens, on voit bien leur organisation, par exemple. J'ai été très étonné en regardant les dossiers. On voit sur les bios de chaque FTP-MOI permanent, non permanent. Donc je me demandais qu'est-ce que c'était. Et effectivement, comment est-ce que ces gens qui sont dans la clandestinité vont vivre? En plus, c'est des Parisiens. Hein, on parle de la FTP-MOI de Paris. Eh bien, ils décident, alors que lorsque vous étiez, si je puis dire, FTP au fin fond de la campagne, vous pouviez toujours aller braquer une banque allemande ou un notable allemand. À Paris, c'est à la fois extrêmement difficile, et puis si des étrangers se mettent à braquer une banque, on imagine tout de suite la propagande qu'il va y avoir autour de leur situation, donc ils sont payés. Ceux qui peuvent se débrouiller se débrouillent, mais ils sont payés par le PC, il y a une forme de subvention, ils touchent, je crois, 1900 francs français de l'époque par mois. Leur problème, c'est les armes, comment se procurer des armes, on va les piquer aux Allemands, on va aller chercher des armes dans certaines familles. Nous arrivons en 1943. Là, il faut parler d'un élément qui est tout à fait important dans cette histoire FTP-MOI, c'est la police française. Parce que c'est la police française qui va mener de bout en bout la campagne pour la filature, pour l'arrestation, pour la torture et pour la livraison aux Allemands. Les Allemands, s'ils n'avaient pas eu la police française, auraient été incapables de faire le moindre action. En plus, nous étions dans une population qui connaissait très bien Paris, très bien Belleville, enfin qui n'a pu être récupérée que par la police française. Et la police française va mettre des brigades spéciales sur les FTP, notamment sur les FTP-MOI, et il va y avoir un travail de filature incroyable. Et lorsque vous lisez par exemple le premier livre dont je vous parlais, Le sang de l'étranger, vous allez voir qu'assez vite, ils sont capables de suivre les flics au jour le jour, ces clandestins, ils arrivent à les repérer, ils arrivent à les laisser en liberté parce qu'ils savent qu'un gros coup est en préparation, etc. etc. Donc cet élément police française est un élément absolument essentiel dans cette histoire de FTP-MOI. Alors, il va y avoir 3 grandes séries de frappes, de traques en 1943. Le premier groupe, c'est un groupe d'une centaine de jeunes qui vont être arrêtés. Et on va dire que c'était un groupe Krasuki, le responsable de l'époque, c'était Henri Krasuki. Un deuxième groupe au niveau de l'été, c'est un certain Adam Raïski. Et puis, moi j'ai découvert, par exemple, que si Manouchian est arrêté en novembre, il est en fait repéré par les flics dès juillet. Donc vous voyez une espèce de traque permanente, de pression, voilà, c'est une ambiance assez inouïe. Quels ont été les faits d'armes de ces FTP? Eh bien, ils avaient pour principe de n'attaquer que les Allemands. Aussi pour l'idée, on est des apatrides, on ne va pas se compliquer la vie si on se met à attaquer des Français. Bon. Donc ils attaquent les Allemands. Il y a des opérations nombreuses contre les Allemands, et plus les Allemands étaient gradés, plus évidemment c'était intéressant de les traquer.
Et leur fait de gloire, ce sera, je crois, en septembre 1943. Ils vont réussir à descendre le général Ritter, R-I-E-T-E-R. Et Ritter, c'était le grand patron du STO, c'est-à-dire la déportation de centaines de milliers de travailleurs en Allemagne. Donc, Ritter est tué par trois hommes extrêmement efficaces de l'équipe Manouchian. Ça, c'est une partie de leur action. Une autre partie, c'est des sabotages, des garages allemands, etc. Et une troisième partie, c'est le déraillement. C'est-à-dire qu'ils étaient organisés en 4 détachements. Un détachement, on va dire, roumain, un détachement juif, un détachement italien, et puis un détachement. Alors ces trois-là sont multifonctions, mais surtout pour des opérations contre les gens. Et le quatrième groupe, qui est dirigé par un certain Boxor, B-O-C-Z-O-R, eux, c'est le déraillement. Donc, ils repèrent des trains allemands, encore une fois, ne pas faire dérailler les trains français. Ils repèrent des trains allemands et tout ça se passe, on va dire, dans un rayon de 50 km autour de Paris, plutôt dans la zone est, c'est-à-dire tous les chemins de fer en direction de Troyes, de Château-Thierry, etc. Il va y avoir de très beaux déraillements et ce quatrième détachement est tellement célèbre qu'après-guerre, on parlera du groupe Manouchian Boxor, c'est-à-dire, voilà. Le problème, c'est qu'ils vont être pris par les flics, au moins pour 3 raisons. La première, c'est que les flics sont affreusement efficaces et ils ont mis une centaine d'inspecteurs qui pouvaient vous suivre pendant une journée en changeant évidemment de rôle. Vous étiez suivi par un type qui avait une étoile jaune, donc vous ne vous méfiez pas, puis tout d'un coup par une femme qui avait une poussette, vous ne vous méfiez pas, etc. Enfin, le système flippant. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les manques de sécurité. C'est-à-dire, lorsque vous étiez FDP, souvent vous aviez à Paris votre propre famille. C'était souvent le cas des jeunes de Belleville. Et il était absolument interdit aux jeunes d'aller voir leur famille. Parce qu'ils devaient vivre dans leur planque, etc. Mais c'était toujours un peu tentant. Et dès lors qu'un jeune FDP clandestin allait voir son père ou sa mère, hop, les flics qui connaissaient au moins l'adresse des parents les pistaient et ensuite on voit. Et le troisième élément, c'est la trahison. C'est-à-dire qu'ils ont eu un des FDP Boys qui était un responsable politique. Manouchian était le responsable militaire est en haut, au milieu le responsable politique et enfin le responsable technique, c'était toujours pour un trio. Et donc le responsable politique, qui s'appelait Davidovich, va être arrêté. Pourtant ce gars a une biographie à faire, il a déjà connu les prisons d'Europe de l'Est, les prisons françaises. Bref, on ne peut que lui faire confiance. Or, il trahit, il donnera, et surtout, parce que les flics connaissant déjà beaucoup de choses, ce que les flics ne connaissaient pas, c'était l'organigramme de leur machinerie. C'est-à-dire qui était le chef, qui donnait les ordres, qui. Et lui va donner l'organigramme. Donc, au résultat des courses, à la mi-novembre 1943, une centaine de FDP sont arrêtés, dont 25 femmes. Ce qui veut dire aussi que la place des femmes était très importante dans le combat. C'était elles qui souvent portaient les armes sur le lieu du combat, puis sur le lieu de l'opération. Puis l'opération ayant eu lieu, on remettait l'arme dans la poussette, elle repartait et les gens, s'ils étaient arrêtés, n'avaient pas d'armes sur eux. Donc voilà, là on est arrêté en novembre 1943 et les Allemands, qui commencent à être inquiets sur la situation générale, décident de faire un procès retentissant. Donc il va y avoir un procès en février 1944. Et voilà pour dire la résistance, regardez ce que c'est des étrangers, c'est des juifs, c'est des
bolchevique. Et pour appuyer en plus le procès, ils vont créer une affiche qui serait une affiche retentissante où ils vont choisir 10 des 23 du groupe Manouchian qui ont une gueule, si je puis dire, c'est-à-dire du front oriental, qui ont des cheveux frisés, qui devraient faire peur. Et ces 10-là, dans une affiche qui indique comme une flèche, voilà, c'est ça votre résistance, c'est l'armée du crime. Et en bas de l'affiche, il y a des photos des opérations des résistants. Ils sont exécutés le jour même. C'est un aumônier allemand qui va les prendre en charge pour leur lettre. Cet aumônier dira plus tard que Manouchian s'est confessé, s'est communié. Donc Manouchian retrouve une culture chrétienne. Alors je sais qu'un des nôtres, un autre sénateur, Ousoulias, rencontrant l'ambassadeur d'Arménie il n'y a pas longtemps, lui dit « Vous savez que Manouchian s'est communié ?» Et l'ambassadeur dit « Il est arménien, non ?» Point. Pas de commentaire. Donc ils sont exécutés 4 par 4 au Mont Valérien. Ils sont reconduits, leurs corps sont reconduits au cimetière Mimi et jetés dans une fosse commune où il est interdit d'aller les saluer jusqu'à la libération, puisque là on est en février 1944. De son côté, Bellinet, qui évidemment est très abattu, va continuer son travail de résistance, va continuer à essayer de rentrer dans l'armée, afin d'influencer des éléments malgré nous, arméniens, dans l'armée allemande. Et il y a notamment tout un groupe de 2000 soldats arméniens travaillant pour les Allemands qui sont l'objet de pression de l'équipe amélinée pour leur dire laissez tomber les Allemands, passer à la résistance, etc. Et il va y avoir effectivement le passage de plusieurs centaines d'Arméniens de l'armée allemande au FTP et leur présence pour la libération de Gare, de Nîmes, etc. Enfin, un rôle qui sera reconnu. Donc, on pourra même voir Mélisée après-guerre dans la une de l'humanité, entourée de 4 gaillards russes, enfin arméniens, qui sont présentés à ce moment-là. On est à l'automne 1944, qui sont présentés comme des soldats de l'armée. Voilà, je terminerai juste en disant ceci, il y aura après-guerre un débat sur « Ah oui, mais le PC a laissé tomber le groupe Manouchian ». C'est un débat qui en fait commence sur un mauvais procès au milieu de l'année 1943, c'est-à-dire la direction du parti demande au FTP d'avoir une activité plus ample que le simple entre guillemets, opération contre tel ou tel soldat. Si vous voulez, ce qui est déjà dans l'air, c'est qu'il faut préparer les gens à l'insurrection générale. Donc, il faut dépasser le stade opération ponctuelle pour un travail militaire de masse. Holban, qui à l'époque est le chef, n'est pas d'accord parce qu'il trouve qu'à Paris, en plus, quand vous êtes à Paris, dans des conditions difficiles, c'est pas possible. Donc lui, il va se mettre un peu sur la touche. Mais ce débat est mal interprété plus tard, et on dira non, laissez tomber. Ça va conduire jusqu'aux années 84 à une énorme opération anti-PCF.
Voilà, et heureusement, les historiens vont se remettre au travail. C'est ce que je disais tout à l'heure, Courtois, Péchanski, Raitsky. Holban, lui, va sortir aussi un livre important, très archivé, très documenté, et qui va montrer que c'était une fausseté et c'était pas sérieux. Voilà, donc que dire, c'est tout à fait bouleversant, c'est l'histoire d'apatrides qui se battent pour la renaissance de la France et qui ont en face d'eux la police française. C'est comme ça qu'on peut résumer. Ce qui fait d'ailleurs que lors du procès qui aura lieu, Missac dira aux Allemands dans la salle, vous, je vous parle pas, vous faites votre boulot, vous êtes les envahisseurs, vous envahissez. Mais vous, par contre, les Français collabos, vous ne méritez pas la nationalité, nous la méritons. Dernière chose vraiment, c'est qu'après-guerre, la question numéro 1 sera d'avoir la nationalité française pour ces résistants-là. Ça va être une bataille extrêmement dure. L'administration, plus que le gouvernement, la haute administration fera tout pour freiner, mais finalement, il y aura 100 000 apatrides qui vont avoir la nationalité, donc l'Élysée. Ce qui est curieux, c'est que l'Élysée devient français par 1947. Au même moment, l'URSS est en train de dire à tous les Russes, les Norvégiens, de l'étranger de la diaspora, revenez en URSS, et elle va partir en Norvège. Donc elle va vivre 15 ans en Norvège. Ça ne passe pas très bien. Elle est en 1963. Voilà, c'était long, hein. J'ai assisté tout à fait par hasard, avec des camarades de vitry, à un enfant de père qui a accompagné le chant. Je me suis appelé là. Et qui n'avait pas connu Mélenchon, avait des larmes aux yeux et a transmis cette émotion à l'Assemblée. Et moi j'étais gamin, je ne connaissais pas vraiment, j'étais pris par cette émotion, de cet engagement pour la France, cet engagement d'apatride, à une époque où on ne connaissait pas les étrangers de pleine nationalité française. Et cet engagement-là, ce qu'est la mort, parce que c'était ça, était un exemple pour tout le monde, et ce moment anecdotique en réalité, et en t'écoutant ça, on voit ces souvenirs, c'est un moment de partage émotionnel terrible et extraordinaire. Et une anecdote, moi mon lien avec, mon lien, j'exagère, ce qui sans doute quand j'étais très jeune m'a marqué, c'est que je suis née le 21 février, donc ça marque d'être née le jour de la mort de Manouchian et de ses compagnons. Mais ça c'est pour l'anecdote. Ma question c'était sur le travail policier. C'était un service particulier de la police, on connaît le responsable de ce secteur, ça m'intéresserait que vous en disiez plus sur ce sujet. Oui, ils ont créé des brigades spéciales. Alors, il y aura notamment la brigade spéciale numéro 2, donc on l'appelait en BS2. C'est comme ça que c'est passé dans l'histoire. La BS2 dépendait des renseignements généraux, mais avait une autonomie, et puis surtout, c'était composé par des personnages très militants, très collabos, très partisans des partis des Loriots, etc. C'était pas le flic fonctionnaire, c'était le flic engagé. Donc c'est des gens qui ont mis une ardeur exceptionnelle à... c'est-à-dire ils se sont portés candidats. Oui, absolument. Et donc ils vont réussir un travail terrible. Après-guerre, ce que j'ai observé aussi, et ça m'a étonné, il y aura
une épuration de la police. Il y aura en tous les cas un début d'épuration de la police, disons de 1945 à 1947. Et celui qui conduisait notamment l'arrestation de Manouchian s'appelait Barachin, qui était réputé pour torturer à mort ses victimes. Barachin sera condamné à mort et fusillé en 45-46. Autre chose, c'est le côté allemand. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le juge qui condamne les 23 morts reprendra son métier de juge en Allemagne et ira jusqu'en 1968 pour prendre sa retraite. Donc voilà, c'est cet élément-là. Oui, sur la justice allemande, il y a un très beau film que je voudrais vous conseiller, que je ne retrouve pas le titre, mais qui raconte ça comment un jeune magistrat découvre dans les années 60 ou 70 une omerta dans la justice allemande et le fait que tous ces seniors dans la profession, pour une grande partie, ils ont collaboré, enfin, ils ont été partie prenante du régime et qui ne se dénoncent pas les uns les autres, et qu'il a fallu de... Et lui, il a amené ce qui aujourd'hui, on va dire, est une reconnaissance après de l'Allemagne actuelle du fait, parce qu'on lui a fait un gros barrage, donc ça me rappelle ce film-là. Si je retrouve le nom, je vous dirais, mais c'est vraiment très intéressant à voir comment il découvre ça, que la justice allemande n'a pas fait un travail d'épuration, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, et comment lui, il va les obliger à se regarder en face. Moi, ça serait une question un peu plus littéraire, parce que tu as commencé ton introduction en parlant d'un roman qui s'appelle Missak. Et en même temps, on t'a introduit comme étant un journaliste et un romancier. Moi, j'aurais dû te poser des questions par rapport à ton processus d'écriture. Quand tu as commencé avec ta biographie, comment ton étiquette de romancier a aussi été prise en compte dans cette écriture-là? Je ne sais pas. Évidemment, je n'ai pas voulu écrire un livre d'historien. Il y a des historiens qui ont fait des choses qui sont très précises, très datées. Je voulais écrire un livre populaire, facilement accessible. Donc j'ai eu en permanence un souci de travailler le style, c'est vrai, parce que lorsque vous êtes confronté à un dossier comme ça qui est tellement lourd, tellement documenté, tellement archivé, vous avez le risque d'être prisonnier de ces archives. Donc il faut que je raconte une histoire. En plus, je dois avouer qu'il y a un côté quasiment roman policier là-dedans. Parce que vous découvrez, puisque je travaille sur plusieurs pistes, vous découvrez, vous, en faisant jouer vos infos sur 3 livres, qu'à tel moment, Missak, qui se croit libre, en fait, est surveillé par tel flic, etc. Et donc, vous menez une sorte d'enquête. Donc il y a aussi ce travail d'enquêteur, de romancier, de policier. Oui, c'est un affreux roman noir. Merci beaucoup pour cette carte blanche, Gérard Streff. On attend le livre avec impatience. Je n'ai pas réussi à avoir des photos du couple, par exemple des photos du mariage ou des photos. Et j'ai joint sa petite nièce qui, elle, est en train de préparer un documentaire, qui m'a dit qu'elle avait des photos du couple mais qu'elle les gardait pour elle. Parce qu'elle était normal.